Europe Soir. On en vient au face-à-face sur Europe 1, c'est le débat d'Europe Soir. Un débat entre Nicolas Bétou de l'Opinion et David Doucan d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux. Isabelle Mier vient de nous le rappeler, donc la semaine prochaine, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre, qui est prévu mardi, Emmanuel Macron parlera lundi devant le Congrès qui sera réuni à Versailles. Donc tous les députés et tous les sénateurs. On disait ce matin que le président hésitait, qu'il était bien conscient qu'il y aurait là une sorte d'humiliation pour son Premier ministre. Eh ben non, finalement, David Doucan, il n'hésite pas, il humilie son Premier ministre. Oui, il n'y a pas d'autre façon de décrire cette situation. Que s'est-il passé en réalité? C'est que la date du 3 juillet avait fuité dimanche, ce qui n'avait pas du tout arrangé les affaires d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette date a fuité, évidemment, tous les commentaires sont allés dans le sens de dire attendez, il va s'exprimer, le président de la République, en congrès, à Versailles, devant tout le Parlement. Qui va s'intéresser le lendemain, 24 heures après, à la déclaration de politique générale du Premier ministre? Donc, tous ces commentaires-là, ils sont arrivés à Emmanuel Macron. Et effectivement, là, il s'est dit, bon, j'ai un choix, il faut que je tranche, il faut que je décide. Et il a tendance, ce président de la République, lorsque les commentateurs, les uns les autres, lui disent, attention, tu vas humilier ton Premier ministre, il a tendance à dire, oui, d'accord, mais c'est la date que j'ai choisie. Il est là, il est tout le temps en train d'essayer d'affirmer son autorité, même si ça doit parfois coûter des points politiques, y compris à son principal allié, c'est-à-dire Édouard Philippe. Nicolas Bétou, est-ce qu'on est vraiment entré dans une sorte d'hyper-présidentialisation du régime ? Probablement, on revient à une pratique en tout cas qui est assumée comme telle, mais David Doucan disait il n'y a pas d'autre façon de décrire les choses que de dire qu'il va humilier son Premier ministre. Moi, je voudrais juste rappeler 2-3 choses. Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les deux s'étaient exprimés publiquement, cette fois c'était à la télévision, avant que leur Premier ministre désigné, en l'occurrence Jean-Marc Ayrault et François Fillon, ne s'expriment à l'Assemblée nationale. Donc le fait qu'il y ait une proclamation officielle, j'allais dire urbi et orbi, pardon, du chef de l'État nouvellement élu à tous avant le Premier ministre est un classique. Oui, mais là, c'est pas du tout pareil. Pardon. Parce qu'il convoque le Congrès. Là, le c'est fait un de classique. convoquer le Congrès, ça change tout. C'est un classique. 2, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas convoquer le Congrès sûr, puisque c'est lui qui a fait la réforme. Mais juste, deuxième point. Oui, mais depuis le début, aurait pu faire une allocution télévisée. Non, il choisit le Congrès. Est-ce que vous voulez bien me laisser Allez-y, allez. Depuis le début, on nous explique, et on verra sur place, on nous explique que les deux hommes coordonnent en permanence leur action. Les deux hommes, le président de la République, le Premier ministre, qu'ils relisent mutuellement leurs discours, qu'ils relisent mutuellement les travaux qu'ils sont destinés à rendre publics. Et donc, on va voir très clairement, lundi prochain, si effectivement Emmanuel Macron est dans la vision, la proclamation de ce qu'il veut faire, où il veut emmener le pays, et si le lendemain, Édouard Philippe est dans le détail des mesures. Si c'est ça, l'articulation, alors il restera cette dimension que vous dites, et qu'effectivement peut être perçue comme ça. Je pense qu'Édouard Philippe ne doit pas être absolument ravi de cette chose. Il peut rester cette dimension-là, mais pour le reste, ça peut être, mais ça peut être une façon, j'allais presque dire intelligente, de coordonner le pouvoir entre les deux. Il n'y a pas un collaborateur et un patron, il y a deux personnes qui se répartissent la tâche. On verra lundi. C'est pas ce que pense Édouard Philippe, puisqu'il a tout essayé pour lui faire changer de date. Bien sûr, donc, pour la raison que vous dites, qui est l'image politique. Ah oui. Alors, on verra effectivement lundi et mardi ce qu'il en sera. Sinon, ce sera un signe de plus que, comment dire les choses, Emmanuel Macron ne laisse pas grand-chose au hasard. Et ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale est un petit coup de force de La République En Marche, et donc probablement d'Emmanuel Macron et de Richard Ferrand pour prendre le contrôle de l'ensemble de la questure. Vous avez probablement vu la tradition, il y a 3 questeurs, il y en a 2 qui reviennent à la majorité et 1 qui revient à l'opposition. Eh bien, que s'est-il passé aujourd'hui? 2 questeurs ont été élus au nom de La République En Marche. Le 3e s'est présenté au nom de l'opposition, c'est Thierry Solère, qui est donc l'un des patrons des Constructifs. Lequel groupe constructif s'est déclaré dans l'opposition pour pouvoir faire acte de candidature pour être le 3e questeur. C'est lui qui l'a emporté. Ça veut dire qu'il y aura 3 questeurs qui sont proches ou qui sont membres de la majorité. C'est le contrôle du Parlement. Pour revenir sur le Congrès, ça pose un problème institutionnel. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron veut s'adresser à la représentation nationale en Congrès réuni à Versailles tous les ans. Et pour moi, ça pose un problème institutionnel. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2008, vous le disiez, Nicolas, ce n'était pas possible. La Constitution ne permettait pas au président de s'exprimer devant les parlementaires au nom de la séparation des pouvoirs. Voilà, bon. Nicolas Sarkozy a changé cela, très bien.
Depuis, ça ne s'est passé que 2 fois. Nicolas Sarkozy en 2009, parce que nous étions dans une crise européenne majeure et qu'il a considéré qu'il était utile de s'exprimer devant la représentation nationale parce que l'heure était très grave. Et deuxième moment, François Hollande en 2015, nous sortions des attentats du 13 novembre. Là, il veut rendre ce rendez-vous annuel. Pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Parce que ça s'appelle le discours sur l'état de l'Union. C'est ce qui se passe aux États-Unis, dans un régime qui est présidentiel et dans lequel le président des États-Unis est comptable devant le Congrès. Les parlementaires américains votent le budget, peuvent impeach le président des États-Unis. Là, les parlementaires qui seront face à Emmanuel Macron, il n'a aucun compte à leur rendre. Donc, il va s'exprimer devant eux. Il va leur dire, voilà, le cap, ce sera celui-là. C'est comme ça et pas autrement. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas lui répondre pendant le Congrès. Donc, dès qu'il a fini de parler, il s'en va, en majesté, le président de la République. Et là, le débat s'installe entre les différents groupes. En majesté, c'est le cas de le dire, puisque c'est à Versailles. Nicolas Bétou. Non, juste pour préciser qu'il n'y a pas de vote, parce que ça n'est pas prévu par la Constitution, il n'y a pas d'avantage de vote aux États-Unis. Pardon, mais lorsque le président des États-Unis et l'impeachment est une procédure qui est complètement déconnectée de toute déclaration devant les parlementaires américains. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de trouver, en effet, un endroit solennel pour essayer de s'exprimer face au pays et pour rendre compte solennellement face au pays. Ouais. Je vois pas... Et d'ailleurs, si les députés et les sénateurs avaient considéré qu'il y avait là une très grave atteinte à leur pouvoir, peut-être n'aurait-il pas dû auparavant voter cette réforme constitutionnelle. Certains refusent d'aller au Congrès lundi. C'est le cas de Jean-Christophe Lagarde. En tout cas, il dit nous ne sommes pas là pour faire la com d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'entre eux, en tout cas ceux qui sont là, avaient voté et pour s'amputer de ce pouvoir-là. On entend bien que vous n'êtes pas d'accord, Nicolas Bétou. Pas vraiment choqué par la réunion du Congrès. David Doucan, un petit peu plus. On en reparlera tout à l'heure avec le philosophe spécialiste de l'histoire des idées, Marcel Gauchet, qui sera l'invité en direct du Club de la Presse d'Europe 1 après 19h30. Mais tout de suite, c'est l'édito étranger avec ce soir Isabelle Horry qui est en ligne depuis Bruxelles avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Nicolas. Et on va revenir avec vous sur cette cyberattaque géante qui a touché des centaines d'entreprises à travers le monde depuis hier après-midi. Face à ces nouvelles formes de menaces, est-ce que c'est au niveau européen qu'il faut organiser la riposte ? Oui, elle s'organise au niveau européen en fait, et d'abord à Europol, c'est le bras policier de l'Union européenne. Depuis 2013, il existe à La Haye, aux Pays-Bas, un centre européen de cybercriminalité, plus de 60 experts qui aident les États à lutter contre les attaques et à identifier leurs auteurs. Alors pourquoi c'est important de centraliser ça au niveau européen ? Tout simplement parce que ces logiciels malveillants se moquent éperdument des frontières et en plus, ils attaquent des entreprises multinationales. Alors à Europol, il y a un laboratoire d'analyse. Les États membres de l'Union y envoient des échantillons, des souches, comme dans une enquête policière classique, sauf qu'il s'agit d'éléments informatiques. En quelques minutes, le rançongiciel d'hier a pu être analysé. Ensuite, les experts vont le croiser avec ce qu'ils ont dans leur base de données pour voir s'ils trouvent des traces qui rappellent une attaque précédente. Ils recoupent et ils mènent l'enquête. Et parce que c'est à l'échelle de l'Europe, eh bien, ils ont accès à des informations venues de tous les pays. Justement, est-ce que ça permet tout cela de savoir déjà d'où vient ce virus ? Eh bien, Europol ne donne pas d'informations pour l'instant. Pour rappel, pour l'attaque WannaCry d'il y a quelques semaines, on avait parlé d'un groupe de pirates liés à la Corée du Nord. Des États comme la Russie sont aussi soupçonnés d'orchestrer quantité d'attaques. Alors ce que disent les experts, c'est que le rançongiciel, je vous demande de l'argent pour débloquer votre ordinateur, cache souvent autre chose. Il peut permettre de voler des données sensibles discrètement. Et surtout, il y a quelques années, ces attaques étaient peu fréquentes. Elles ciblaient les ordinateurs des particuliers. Désormais, elles se succèdent à des fréquences bien plus rapides et elles ciblent des serveurs dans des secteurs sensibles. Alors Isabelle, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nos défenses, au niveau de l'Europe notamment, sont à la hauteur de ces attaques ? En tout cas, c'est devenu une priorité à la fois pour l'Union européenne, mais aussi pour l'OTAN. Les entreprises aussi sont mobilisées, publiques et privées travaillent ensemble pour construire des défenses virtuelles efficaces. Mais on peut même aller plus loin. À l'OTAN, on considère carrément qu'une nouvelle forme de guerre fait rage. Et du coup, le cyberespace est même officiellement reconnu comme un terrain d'action pour les forces de l'Alliance Atlantique. Ça veut dire qu'une cyberattaque contre un État est susceptible de déclencher l'article 5 de la charte de l'OTAN. Vous savez, c'est ce fameux article qui organise la solidarité de tous les membres. Quand l'un est attaqué, tous les autres lui doivent assistance. L'inquiétude, évidemment, ça serait une attaque qui cible une infrastructure critique, qui désorganise un pays entier en s'attaquant à ses banques, à son armée ou à son réseau d'eau potable. Voilà, on peut se dire juste
quand on a ce problème, zut, un virus, en voyant que son ordinateur ne fonctionne plus, mais en réalité, on est vraiment face à un phénomène extrêmement sérieux et préoccupant. Ouais, et on comprend bien grâce à vous, Isabelle Auric, c'est un petit peu plus grave que zut, un virus, comme vous dites. Merci beaucoup l'édito étranger depuis Bruxelles ce soir. On marque une pause et on se retrouve pour les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.